Bienvenue à Minuit Mystère. Je suis votre hôte Aldéric. Construisons ensemble le mystère de ce soir. Indiquez votre emplacement ci-dessous. Vos commentaires illuminent toujours ma soirée. Maintenant, le rideau se lève. C'est par un de ces matins gris et balayés par le vent du début mars que je me retrouvais à Baker Street, remuant mon thé tandis que les braises de l'âtre crépitaient avec défiance dans l'air humide de Londres. Dehors, la ville était enveloppée de son habituel voile de suie et de bruine, et dans notre logement, un murmure d'anticipation semblait bourdonner sous le silence de Holmes. Il avait été particulièrement taciturne toute la matinée. Flânant en robe de chambre, les doigts croisés sous le menton, les yeux fixés sur une petite enveloppe abîmée posée sur la cheminée. « Vous remarquerez, Watson, dit-il soudain, sans lever les yeux, que notre visiteur arrivera à 11 heures précises. C'est un homme aux habitudes rigoureuses, mais en grande détresse. Il est aussi bibliophile, mais pas de profession. » J'ai cligné des yeux. « Holmes, je ne vois aucune trace d'un tel visiteur. Vous ne voyez rien parce que vous cherchez des traces de pas, alors que l'indice est dans le papier, la cendre et l'encre. » Il désigna l'enveloppe d'un geste. Une lettre postée de St. James, avec une trace d'encre d'imprimerie sur un coin, probablement due à quelqu'un qui triait des brochures ou des volumes récents. L'écriture est serrée mais méticuleuse, celle d'un homme qui a l'habitude des annotations. Quant à sa ponctualité, regardez l'horloge de la gare, au coin de la rue en face. Il a dû s'adapter avec précision pour arriver ici à l'heure. Pile. Et comme s'il avait été provoqué par le souffle même de Holmes, un coup sec résonna contre la porte précisément au moment où l'horloge sonnait 11 heures. Madame Hudson était un homme grand, légèrement voûté, à l'allure raffinée. Ses joues étaient pâles, sa moustache tremblait de malaise, et il tenait dans une main un objet particulier, un simple gant d'ivoire. De l'autre main, il serrait un mouchoir de soie plié avec lequel il s'essuyait le front. « Monsieur Holmes, je suppose. Je suis Sir Evelyn Marchmont, ancien membre de l'Inner Temple et jusqu'à l'année dernière, président de la Société bibliographique. Je m'adresse à vous pour une affaire à la fois délicate et qui dépasse totalement mon entendement. » Holmes inclina la tête mais ne se leva pas. « Veuillez vous asseoir, Sir Evelyn. Le docteur Watson et moi sommes à votre disposition. Dites-nous maintenant, quel malheur est arrivé à la Société bibliographique, ou plus précisément à la bibliothèque Marchmont ?» Sir Evelyn sursauta, la bouche entr'ouverte. « Mon Dieu, comment as-tu pu... » Le journal de la bibliothèque du mois dernier mentionne la fermeture temporaire de la Société pour rénovation. Vous avez de l'encre d'imprimerie sur votre manchette gauche et le gant, provenant manifestement d'un tournage en intérieur, porte une trace distincte de ce que je pense être de la poussière de boiserie en noyer poli. Ceci est votre emploi du terme délicat, plutôt que urgent, place cette affaire dans le domaine de la confidentialité et de la recherche, et non dans celui des tribunaux pénaux. Je suis à la fois soulagé et troublé, monsieur Holmes, dit Sir Evelyn en s'installant dans le fauteuil avec un léger cliquetis de ses boutons de manchette. Mais je vais être franc avec vous. Hier soir, alors que je terminais un inventaire privé de la collection confidentielle de la bibliothèque Marchmont, ma maison ancestrale à Kensington, j'ai découvert quelque chose d'assez effrayant. Il marqua une pause. Holmes ne lui offrit aucune incitation, seulement une légère inclinaison de la tête qui l'encouragea à poursuivre ses aveux. Les rideaux au fond de la bibliothèque, de velours, jusqu'au sol, dissimulent un ancien passage de domestique,
désaffectés, depuis des années. Pourtant, hier soir, en les tirant, j'ai découvert un corps. Watson se pencha en avant. Un corps? Oui. Coincé derrière le rideau, affalé contre le mur lambrissé. Un homme, peut-être la quarantaine. Vêtu d'une tenue de soirée, digne d'un théâtre, quoique assez négligemment, comme s'il était déguisé. J'ai immédiatement appelé le gendarme local qui a contacté Scotland Yard. L'inspecteur Lestrade est venu ce matin. Mais laissez-moi deviner, intervint Holmes. Lestrade n'a rien trouvé qui suggère un acte criminel. Aucune blessure, aucun signe de lutte. Et il soupçonne maintenant un simple cas de vagabondage, d'opium ou de malaise volontaire. Sir Evelyn parut stupéfait. Exactement. Mais c'est impossible, monsieur Holmes. L'homme était un parfait inconnu de la maison. Aucun membre du personnel ne le reconnaissait et toutes les entrées étaient verrouillées. Et pourtant, le plus étrange, c'est que ses doigts portèrent des traces d'une pâte de reliure rare. À l'intérieur de son poignet était gravée une marque effacée, provenant de la salle de lecture des archives de Kew. Les yeux de Holmes brillèrent d'un intérêt soudain. En effet, maintenant vous commencez à intriguer. Mais ce n'est pas le pire, poursuivit Sir Evelyn à voix basse. Ce matin, quand je suis revenu sur les lieux, le corps avait disparu. Holmes se leva d'un bond. Parti, complètement disparu. Lestrade pense que je l'ai imaginé, ou que le personnel l'a enlevé pour éviter le scandale. Mais je vous jure que j'ai laissé le corps exactement là où je l'ai trouvé, et personne, absolument personne, n'avait l'autorité de le déplacer. Pendant un instant, le seul bruit dans la pièce fut le tic-tac de l'horloge de la cheminée et le doux sifflement du feu. Holmes se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue plongé dans ses pensées. Un homme mort derrière un rideau dans une bibliothèque privée, habillé comme sur scène, avec des traces de manipulation un livre rare qui disparaît au petit matin. Holmes se retourna, le regard éclairé par la flamme de la détermination. « Sir Evelyn, vous nous avez apporté non pas un scandale, mais une énigme. Et les énigmes, comme le docteur Watson peut en témoigner, sont mon sang. » Il prit son manteau et son chapeau. « Watson, va chercher ton sac. On va tout de suite à Marchmont House. J'aimerais beaucoup rencontrer ces rideaux. » Et ainsi, sans autre cérémonie, nous sommes descendus dans les rues grises de Londres, le mystère du cadavre disparu guidant notre parcours à travers le brouillard tourbillonnant et les secrets qui l'enveloppaient. Le fiacre nous transporta à vive allure à travers Londres, ses roues cliquetant sur les pavés mouillés par la bruine matinale. À côté de moi, Holmes était assis dans un silence contemplatif, les yeux plissés mais brillants d'intérêt. J'avais appris depuis longtemps à ne pas le déranger pendant ses voyages intérieurs d'analyse, ces moments où ses pensées filèrent plus vite que la conversation ne pouvait le suivre. Ses lèvres remuaient faiblement de temps à autre, répétant silencieusement des déductions, cataloguant des anomalies, arrangeant les pièces d'un puzzle invisible dont je venais, à peine d'entrevoir les contours. Marchmont House émergeait du brouillard matinal tel un fantôme de pierre, imposant et aristocratique dans sa symétrie. La façade était un élégant vestige de la sobriété géorgienne, colonnes, balustrades en fer et larges fenêtres à guillotine, mais son caractère avait visiblement perduré. Le lierre s'enroulait contre la maçonnerie, tels des doigts, rampants, et des pans du toit semblaient avoir résisté à de nombreux hivers sans réparation récente. L'air y sentait l'humidité du temps, des livres et des souvenirs enfouis. Sir Evelyn nous accueillit sur le perron, la démarche toujours aussi anxieuse. Il nous conduisit à l'intérieur sans cérémonie, contournant le salon et franchissant directement
une porte lambrissée de chêne donnant sur la bibliothèque. C'était une magnifique pièce, haute de 3 étages, surmontée d'un plafond en forme de dôme, dont les vitres étaient voilées par la suie et le lierre. Des échelles reposaient contre des rangées d'étagères telles des sentinelles, et les livres eux-mêmes, des rangées et des rangées de volumes reliés de cuir, conféraient à l'espace le silence respectueux d'une cathédrale. Dans le coin le plus éloigné se dressait le rideau en question, un épais pan de velours vert qui effleurait le sol poli tel un rideau de Seine prêt à être tiré. Holmes ne perdit pas de temps. Il s'approcha du rideau et l'écarta, révélant non pas un mur, mais un étroit couloir désaffecté. Il courait derrière le mur de la bibliothèque, autrefois utilisé par les domestiques, désormais enveloppé de poussière et d'abandon. Un rayon de lumière provenant de la bibliothèque traversa l'obscurité, éclairant des empreintes de pas, faibles, éparses, mais présentes. « Voyez-vous, Holmes » murmura Sir Evelyn. « Je l'ai trouvé là, affalé, la tête contre le panneau. Maintenant, il n'y a plus rien. » Holmes s'accroupit et sortit une petite loupe de sa poche. Il examina le sol, puis les boiseries, puis quelque chose juste sous, l'ourlet du rideau. Avec la précision d'un horloger, il retira une épingle coincée dans le tissage, dorée, fine, et dont l'extrémité ressemblait à une tache de graisse de théâtre. « Curieux », murmura-t-il en le glissant dans la poche de son manteau. Je me penchai en avant, scrutant l'étroit passage. Si un homme disparaissait d'ici, dis-je, il n'aurait pu aller que de 2 façons, retourner à la bibliothèque ou emprunter ce couloir. Exactement, dit Holmes en se levant. Et s'il était allé dans le couloir, on se serait attendu à des signes de départ, d'autres traces de pas, du bruit, peut-être même une porte ouverte ou une serrure cassée. Et pourtant, il sortit un cordon de mesure plié et l'aligna avec l'une des empreintes de pas. Ces objets ont été fabriqués avec une botte de pointure 44. La poussière n'a été soulevée qu'à l'entrée et à la sortie, pas à la sortie. L'homme a été placé ici, après sa mort, je suppose, puis transporté à travers le rideau. Mais enlevé par qui, demandai-je. Et pourquoi? C'est précisément la question, répondit Holmes. Sir Evelyn s'éclaircit délicatement la gorge. Puis-je ajouter quelque chose? Peut-être que cela n'a rien à voir, mais ce matin, j'ai découvert qu'un volume de notre collection restreinte avait disparu. Holmes se retourna brusquement. Quel volume? Un traité du XVIIe siècle sur les méthodes cryptographiques, une édition singulière, imprimée à Bruges, connue pour ses marges chiffrées. Il a été traité pour la dernière fois par notre archiviste en chef, M. Lambert, mais il n'est pas revenu depuis la semaine dernière. Holmes plissa les yeux. Un archiviste disparaît. Un cadavre apparaît déguisé, puis disparaît. Un volume sur les codes a disparu. Et tout cela dans une bibliothèque conçue autant pour protéger le savoir que pour le préserver. Êtes-vous certain, Sir Evelyn, qu'aucun de vos collaborateurs n'a emporté le corps? Ils nient tous être au courant. Seul moi, la gouvernante et 2 employés subalternes possédons les clés de la section réservée. Holmes sortit son carnet et griffonna quelques lignes. Nous partirons donc du principe que soit le corps est parti de lui-même, une idée que nous rejetons, soit quelqu'un l'a enlevé avec habileté et détermination, espérant occulter le lien entre l'homme et le livre. Parlons à cette gouvernante. Sir Evelyn sonna et peu après Madame Yates arriva, une femme au visage étroit, la cinquantaine avancée, à l'allure aussi guindée que son col. Elle regarda Holmes avec une méfiance prudente. « Madame Yates,
commença Holmes. « Étiez-vous ici à la bibliothèque hier soir ?»« Je ne l'étais pas, monsieur. Je termine mes devoirs avant 8 heures et ne m'attarde jamais après. Monsieur préfère le silence le soir. Avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel hier ?» Elle hésita. « Maintenant que tu le dis, j'ai entendu quelque chose dans le couloir derrière la bibliothèque vers 9h30. J'ai pensé que c'était peut-être un des jeunes qui faisait l'idiot. Un léger bruit sourd, comme une caisse qu'on laisse tomber. Et pourtant, vous n'avez pas enquêté? C'est un endroit froid et sombre, monsieur, et je n'avais aucune raison de penser que ce soit grave, mais... » Elle hésita de nouveau. Il y avait une chose étrange. Ce matin, j'ai trouvé un rideau tiré de travers, et quelqu'un avait arraché un embout en laiton de la tringle. Il gisait par terre. Holmes hocha discrètement la tête. « Très utile, Madame Yates. Veuillez informer vos employés que nous souhaiterions peut-être leur parler immédiatement. » Alors que la gouvernante partait, Holmes se tourna vers moi avec cette lueur d'excitation contenue que j'avais appris à reconnaître comme le messager d'eau plus profonde. « Watson, je commence à soupçonner que les événements ici sont moins aléatoires qu'il n'y paraît. Un homme en costume de théâtre, un livre manquant sur les chiffres, et maintenant un fleuron en laiton retiré. Tout cela suggère une dissimulation, peut-être quelque chose inséré ou récupéré dans la tringle à rideau elle-même. » Il s'approcha du rideau et tâta le long de la traverse supérieure. Au bout d'un moment, il appuya son pouce sur un support en particulier. Un léger clic répondit. La tige s'est légèrement fendue, révélant une cavité creuse à l'intérieur. À l'intérieur se trouvait un morceau de parchemin bien roulé. Holmes le retira prudemment et le déroula sur le bureau. Il était couvert de symboles serrés comme des runes ou une abréviation personnelle. Holmes fronça les sourcils, concentré, chiffré comme je le soupçonnais, mais pas simple. Il se tourna vers sœur Evelyne. « Permettez-moi d'examiner cela plus en détail. »« Bien sûr. » Holmes empocha le parchemin, puis retourna à la tringle à rideau. Aucune empreinte digitale à l'extérieur. Celui qui a placé ceci était ganté et méthodique. La question demeure. Le défunt était-il le messager de ce message ou son destinataire? Et pourquoi était-il déguisé? Demandai-je. Pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ou, répondit Holmes, pour nous induire en erreur. Juste à ce moment-là, on frappa doucement à la porte. L'un des jeunes commis entra, un jeune homme pâle et nerveux prêt à s'enfuir. « Pardon, monsieur, » dit-il à sœur Evelyne, « mais je viens de trouver quelque chose d'étrange dans le cendrier près de l'entrée des domestiques. On aurait dit une perruque, monsieur, une grise, et il y avait du sang, juste une goutte sur le bord. » Holmes se retourna lentement. « On avance. Watson, je crois que notre fantôme dans le rideau n'était pas un fantôme. Il était censé disparaître, et quelqu'un a veillé à ce qu'il disparaisse. » Il se redressa, les yeux brillants. « Ceci, mon cher Watson, n'est plus simplement l'histoire d'un corps disparu. C'est une pièce de théâtre, montée avec intention, laquelle il ne manque que le dernier acte. Nous avons quitté la bibliothèque, le mystère s'épaississant à chaque pas, les ombres s'allongeant derrière nous comme des secrets refusant de rester enfouis. C'est avec une certaine appréhension que Holmes et moi suivions le jeune commis, dans un étroit couloir en direction de l'entrée des domestiques, à l'arrière de Marchmont House. La maison, bien que majestueuse vue de la rue, révélait ici ses allées plus calmes, couloirs sombres, odeur de poussière de charbon et planchers usés sous des tapis effilochés. Le commis, Giles, jetait sans cesse des coups d'œil par-dessus son épaule, comme s'il attendait un fantôme surgissant des ténèbres derrière nous. « Par ici, monsieur. »
dit-il à voix basse, s'arrêtant près d'une petite porte latérale qui s'ouvrait sur une cour exiguë, entourée d'un muret de briques et ombragée par les branches nues d'un orme squelettique. Il désigna un cendrier métallique posé contre le mur. Holmes s'avança aussitôt et souleva le couvercle avec sa canne. Un léger filet de fumée s'échappait encore de l'intérieur, mêlé à l'odeur âcre du papier à moitié brûlé et des déchets de cuisine. « Attention !»« Monsieur !» ajouta rapidement Giles. « J'ai écarté l'objet avant qu'il ne s'accroche. Ça me semblait bizarre et je ne voulais pas être accusé d'avoir incendié la maison. » Holmes plongea la main à l'intérieur et en sortit une masse de cheveux, synthétique froissée. La perruque grise, d'une qualité théâtrale indéniable. Elle était striée de ce qui semblait être de la poudre et des résidus de colle. D'un bord, à peine visible, perçait un fin fil cramoisi. Holmes l'examina à la lumière du jour, puis me la tendit. Du sang frais, encore vulgaire. Il ne portait pas ça simplement pour se déguiser. Il a peut-être été blessé pendant la mascarade ou peu après. J'ai jeté un coup d'œil dans le cendrier, et pourtant, il n'y a aucune trace des vêtements qu'il portait lorsqu'il a été découvert derrière le rideau. En effet, ce qui suggère que le costume a été démonté par morceaux. La perruque a été jetée ici, peut-être à la hâte. Le reste, qui sait, peut être brûlé ailleurs ou conservé. Holmes se tourna vers Giles. « Avez-vous remarqué quelqu'un près de cette poubelle ce matin ou hier soir ?» L'employé secoua la tête. « Non, monsieur. On vient rarement ici. Les éboueurs passent le mercredi, mais c'est dans 2 jours. » Holmes hocha légèrement la tête, puis reporta son attention sur le sol de la cour. Il s'agenouilla brusquement, époussetant une couche de feuilles humides et de suie près du bas du mur. Traces de bottes. 2 paires. L'une beaucoup plus légère, peut-être celle de notre employé. L'autre plus profonde, usée par le talon, tournée vers l'extérieur. Il se leva. Notre mystérieux visiteur a été escorté jusqu'ici, ou traîné. Nous sommes retournés à la bibliothèque 1 heure plus tard, après un balayage discret du terrain arrière qui n'avait révélé aucun autre indice. Sœur Evelyne nous attendait dans l'antichambre avec ses propres nouvelles. « Holmes, dit-il en lui tendant un parchemin, « j'ai pensé que vous souhaiteriez peut-être voir ceci. C'est un registre des visiteurs de nos archives conservé par M. Lambert avant sa disparition. La dernière entrée, datée d'il y a 10 jours, est celle-ci. » Holmes prit le journal et le lut à voix haute. H. A. Glaive. Consultation du Traité l'Édicet. Cryptographia Arcana. Heure d'entrée, 15h15. Heure de sortie, non enregistrée. Glaive, demandai-je. C'est un nom? Je ne le connais pas, répondit sœur Evelyne. Je n'en suis certainement pas membre. Holmes retourna le parchemin. Le nom est étrange. Glaive, un vieux mot pour épée, particulièrement cérémoniel. C'est peut-être un nom de guerre. Il marchait lentement, les doigts pressés contre ses lèvres. Il a consulté le traité de cryptographie. Il a peut-être copié quelque chose. Le chiffrement que nous avons trouvé est peut-être le fruit de cette visite. « Et le corps dans le rideau ?» demandai-je. Holmes marqua une pause. Il pourrait bien s'agir de Glaive si tel était son vrai nom. Ou alors quelqu'un d'autre était impliqué. Quelqu'un qui a réduit Glaive au silence et a cherché à récupérer ou à détruire ce qu'il avait appris. Sœur Evelyne se dirigea vers une armoire et en sortit un volume relié en cuir lit de vin. Voici le catalogue. Le traité l'Édicet contient des exemples d'écriture chiffrée utilisées par les caisses. Ordre religieux.
Les espions de la cour élisabéthaine et les sociétés secrètes. Holmes le feuilleta attentivement. Fascinant. Ce n'est pas une simple érudition. On y trouve des schémas qui correspondent à des algorithmes de substitution connus, complexes, mais résolubles avec le temps. Je devrais étudier cela plus, en détail ce soir. Nous fûmes interrompus par l'arrivée de l'inspecteur Lestrade, qui entra dans la bibliothèque avec un air sceptique et un parapluie humide sous un bras. « Holmes, dit-il d'un ton bourru. « Sœur Evelyne, je suis venu clore l'affaire, s'il vous plaît. » Holmes haussa un sourcil. « La fermer ? Certainement, pas de corps, pas de crime. Rien que des histoires de fantômes et des perruques disparues. » Il esquissa un sourire crispé. « Si un cadavre réapparaît, on parlera de vol. En l'état actuel des choses, Scotland Yard n'a rien à poursuivre. »« Vous me décevez, Lestrade, » répondit Holmes. « Seriez-vous convaincu d'apprendre qu'une fausse identité, un code d'une complexité considérable et un individu blessé ont tous traversé cette maison en l'espace de 48 heures ?» Lestrade poussa un soupir là. « Je respecte votre flair, Holmes, mais on ne peut pas arrêter une perruque et un pas. » Il a soulevé son chapeau et est parti. Holmes se retourna vers le rideau et resta silencieux pendant un long moment. « Mina, il y a plus que des méfaits, dit-il enfin, là-dedans. Je crois que nous sommes à la périphérie d'un phénomène organisé, peut-être criminel, certainement intellectuel. Et si je ne me trompe pas... » Sa voix s'est éteinte. J'ai attendu. Il m'a enfin regardé. Il faut qu'on retrouve Lambert. Ce soir-là, nous retournâmes à Baker Street, et Holmes se retira dans son fauteuil avec le parchemin chiffré et le catalogue de Marchmont House. Je le laissai là, la lueur des bougies vacillant sur ses traits anguleux, son regard scrutant les symboles jusqu'au petit matin. Je me suis levé peu après l'aube, et je l'ai trouvé toujours assis sur sa chaise, le chiffre étalé devant lui, une deuxième page de notes remplie de lettres, de clés possibles et de transpositions spéculatives. Il leva les yeux. « Ce n'est pas un simple chiffrement monoalphabétique, Watson. Il utilise une substitution par couche, voire une technique polyalphabétique. Les symboles sont disposés de façon à ressembler à un carré latin. Et qu'est-ce que ça dit ?» Il secoua la tête. « Je ne sais pas encore, mais sa structure est trop précise pour être dénuée de sens. Celui qui a construit cela connaissait son métier, et que... » Il marqua une pause, tapotant la marge. « Ce coin-ci porte une marque incrustée, un trident surmontant une étoile. » Je fronçai les sourcils. « Une sorte de signature ?»« Oui, et je l'ai déjà vu une fois. » Il n'a rien dit de plus. Au lieu de cela, il se leva, enfila son manteau et se tourna vers la porte. « Venez, Watson, nous devons rendre visite à un homme que j'espérais ne jamais revoir. Sa connaissance des groupes de chiffrement opérant à Londres au cours de la dernière décennie est inégalée, et ses dettes envers la société restent techniquement impayées. »« Qui est-il » demandai-je. Holmes regarda en arrière avec un demi-sourire. Une vieille connaissance de mes enquêtes les plus sombres. Il se fait appeler Bartholomew Crowe. Si le code appartient à celui que je soupçonne, cela signifie que le rideau n'était que le début, et le véritable spectacle n'a pas encore commencé. Dehors, le brouillard commençait à se lever, mais au fond de moi, je sentais que nous entrions dans une ombre plus profonde que ce à quoi nous nous attendions tous les deux. Il était encore tôt lorsque nous avons quitté Baker Street, les nuages au-dessus de Londres tombant bas comme le plafond d'un théâtre mal aéré. Holmes héla un taxi d'un signe de la main et indiqua au chauffeur une destination des plus insolites. Clerkenwell Green.
Je savais que ce quartier abritait à la fois des immeubles ouvriers et quelques bookmakers peu recommandables, mais ce n'était pas le genre d'endroit où le grand détective avait l'habitude de s'aventurer. Holmes parla peu durant le trajet, le regard fixé sur la vitre embuée à côté de lui. Le document chiffré était plié dans la poche intérieure de son manteau, et ses doigts le tapotaient de temps en temps, comme un métronome rythmant ses pensées. « Crowe n'est pas un homme de bonne compagnie », remarqua enfin Holmes. « Mais il est indispensable dans certains domaines. Il fréquentait autrefois un cercle d'anarchistes qui utilisaient des méthodes plus complexes que la plupart des diplomates. Qu'ils vendent aujourd'hui des informations aux plus offrants est regrettable, mais utile, et tu lui fais confiance. Je lui fais confiance pour aimer son intelligence par-dessus tout. Si le chiffre porte la marque que je soupçonne, le trident sur l'étoile, alors Corbeau le reconnaîtra. Et il parlera. » Le taxi s'arrêta dans un bruit de ferraille, devant une maison étroite et miteuse, coincée entre un bureau de tabac et un prêteur sur gage. Une porte rouge délavée ne portait aucun numéro. Holmes frappa 3 coups, rapides et rythmés. Un instant passa, puis un clic métallique retentit à l'intérieur. La porte grinça juste assez pour laisser passer une seule silhouette. Bartholomew Crowe était tel que je me souvenais de lui lors d'une précédente affaire. Un homme aux cheveux plats, couleur de fumée de charbon, et dont le visage aurait pu être celui d'une figure de cire, à moitié fondue par une lampe à gaz. Ses yeux étaient d'une taille déconcertante, agrandis par des lunettes rondes qui semblaient trop lourdes pour ses traits décharnés. « Holmes, » dit-il, non sans délectation. L'araignée retourne à sa toile brisée. « J'ai besoin de tes yeux, pas de ta poésie, » répondit Holmes. Crowe s'écarta et nous fit signe d'entrer dans une pièce sombre, tapissée de livres désordonnés. Des tableaux punaisés, des diagrammes en filigrane et de vieilles brochures du ministère des Affaires étrangères encombraient les murs. Sur une table se trouvait une presse à imprimer démontée, et une autre portait une rangée d'encriers, à côté d'une tasse à thé recouverte de vieilles feuilles. « Je suppose que vous êtes venu parler de symboles, » dit Crowe en s'asseyant sur un tabouret. « La semaine dernière, 2 hommes ont frappé à ma porte pour me demander des codes à connotation religieuse. L'un prétendait être journaliste, l'autre prêtre avec un accent cockney suspect. J'ai décliné les 2. Holmes déplia le parchemin chiffré et le posa devant lui. Corbeau se pencha en avant, parcourant la page du regard. Ses doigts, jaunis par l'encre et tremblants d'habitude, flottaient près des marges. « Tu as raison d'apporter... »« Ça, » murmura-t-il, « ce n'est pas un code de l'Église, ni politique. Ceci leur appartient. » Eux étant... Corbeau leva les yeux, une lueur de peur dans les yeux. « Le Club du Trident. Vous connaissez ce nom ?» Je ne l'avais pas fait et je l'ai dit. Holmes resta silencieux. Crowe poursuivit. « Ce n'est pas un club au sens habituel du terme, ni à Mayfair, ni annoncé dans les journaux. C'est une association, exclusive, héréditaire, secrète. Ils prétendent descendre. Des anciens kabbalistes et même des rosicruciens. Mais contrairement à ces dandys ésotériques, ces hommes agissent. Contrebande, chantage, sabotage politique. Ils prospèrent grâce à l'information, enfouie, cryptée, transmise de main en main ou cachée dans des archives comme Marchmont. T'as le symbole du trident? Leur marque, utilisée avec parcimonie, jamais répétée dans le même code. C'est à la fois une signature et une menace. Holmes désigna le cadran supérieur. Et le scénario? Crowe l'examina à nouveau. Un carré de tritème modifié,
combinée à une clé d'obscurcissement que je n'ai vue qu'une seule fois. Il me faudra des heures pour le déchiffrer entièrement. Mais je peux vous dire une chose. Ce chiffre n'a pas été conçu pour le stockage. Il a été conçu pour le chronométrage. Le timing? Demandai-je. La voix de Crow baissa. Certains codes sont comme des cartes. D'autres, comme ceux-ci, sont des horloges. On ne les utilise que pour synchroniser quelque chose de précis. Cela suggère une coordination. Peut-être même une réunion. Holmes hocha lentement la tête, puis récupéra le papier. Je vous paierai pour un décryptage partiel. Je veux les mots-clés, les lieux et toutes les racines latines que vous pourrez extraire dans les 24 heures. Je vais commencer maintenant, répondit Crow, en attrapant déjà une lampe. Nous sommes partis alors que les cloches de St. James sonnaient 10 heures. Une fois dehors, je me suis tourné vers Holmes. Nous avons donc affaire à un groupe secret capable de se déguiser, de cryptographier et peut-être de commettre des meurtres. Holmes hélait un autre taxi et donnait une nouvelle adresse. En effet, et si l'homme derrière le rideau était un membre ou un traître à une telle organisation, alors nous n'avons plus affaire à un seul crime. Nous nous ingérons dans une conspiration. Où sommes-nous maintenant? Lambeth. Qu'y a-t-il à Lambeth? Un fournisseur d'acteurs. J'ai des doutes sur l'origine de cette perruque. Notre prochaine destination s'avéra être une petite boutique poussiéreuse, nichée entre un barbier et une poissonnerie, dans une rue qui sentait fort la térébenthine et le bois humide. À l'intérieur, des étagères de fards à paupières, de moustaches, de capes de velours et de chapeaux en tout genre. Derrière le comptoir se tenait une femme à la voix de parchemin craquelée. Lorsque Holmes présenta la perruque et s'enquit de sa provenance, elle l'examina avec une reconnaissance évidente. « J'en ai vendu 2 le mois dernier, dit-elle. Même marque, commande personnalisée, gris avec une calvitie au sommet, conçu pour s'adapter à la calvitie naturelle d'un homme plus âgé. Vous vous souvenez de l'acheteur? Un grand gaillard, pâle, un peu bègue. Il semblait nerveux. Payé en pièces, des souverains, croyez-moi. Il disait que c'était pour un récital privé dans une propriété. Est-ce qu'il a donné un nom? Seulement qu'il était l'assistant de M. Kindler, même s'il l'a dit, trop vite comme s'il l'avait répété. Holmes échangea un regard avec moi. « Kindler? Je n'ai jamais entendu parler de lui, dit-elle. Mais il y a autre chose. L'homme portait des gants. À l'intérieur, remarquez, et a laissé un mot par accident. Je l'ai gardé pensant qu'il reviendrait peut-être. » Elle tendit à Holmes un bout de papier plié. Il était vierge d'un côté, mais de l'autre, une adresse en relief pâle et à peine lisible était inscrite. Holmes lut à haute voix. « Né 011, Renwick Close. Chambres à louer. »« Tu le sais ?» demandai-je. « Wapping, » répondit Holmes, près des anciens entrepôts du port. Il semble que notre fantôme y avait un logement, et j'ai l'intention d'aller voir ce qu'il en reste. Alors que nous quittions la boutique, Holmes glissa le journal dans son manteau et émit un léger bourdonnement de satisfaction. Nous nous rapprochons de la véritable raison d'être du rideau, Watson. Mais n'oublions pas que c'est souvent ce qui se cache derrière le rideau, invisible, qui recèle le plus grand danger. Et alors que nous nous dirigions vers Renwick Close, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que nous nous approchions rapidement du bord de quelque chose, de froid, délibéré et de grande envergure. Renwick Close était le genre de rue que Londres préférait oublier, étroite, humide et sinueuse comme une colonne vertébrale tortueuse entre des rangées d'entrepôts abandonnés et des pensions de famille, en ruine. Une bruine régulière commençait à tomber tandis que notre taxi roulait sur des pavés inégaux, et lorsque Holmes et moi en sortîmes,
La brume était suffisamment épaisse pour envelopper les toits. Les réverbères à gaz vacillaient dans l'obscurité, leur lueur projetant de longues ombres anguleuses sur les murs de briques striés de suie. Le Numéro 11 se dressait à mi-chemin de l'enclos, une structure mince et penchée, coincée entre l'annexe d'une boucherie et une épicerie abandonnée. Les fenêtres étaient voilées de crasse, et la porte d'entrée fissurée portait une inscription peinte en lettres dorées délavées. Chambres à louer, à la semaine ou au mois. Holmes frappa vivement sur le bois, et, après un long moment, un verrou claqua et la porte s'ouvrit prudemment. Une femme vêtue d'un châle de laine usée jeta un coup d'œil dehors. Son visage était pincé et son regard méfiant. « Nous n'acceptons pas de nouveaux locataires aujourd'hui », murmura-t-elle en commençant à refermer la porte. Holmes posa une main gantée dessus avec un calme délibéré. « Nous ne cherchons pas une chambre, madame. Nous nous renseignons sur un ancien locataire, un homme grand, pâle, souvent ganté. Il a peut-être loué sous le nom de Glaive ou Kindler. » Elle fronça les sourcils, puis ouvrit lentement la porte. « Entrez alors, mais parlez à voix basse. Il y a encore un monsieur en train de se remettre du gin d'hier soir à l'étage. » Nous la suivîmes dans un couloir étroit, où le papier peint se décollait comme une peau brûlée par le soleil. Une odeur de moquette humide et de fumée de charbon flottait dans l'air. Il a pris la chambre numéro 3 en haut de l'escalier. Il est entré discrètement, a payé la totalité de ses 2 semaines en pièces, n'a jamais laissé grand-chose derrière lui. Il portait toujours un chapeau à l'intérieur. Il laissait le rideau tiré. Il est parti il y a 1 semaine et n'est jamais revenu. Étrange maintenant que tu le dis. A-t-il reçu des visiteurs? Demanda Holmes. Une seule fois. La nuit avant sa disparition. Un homme en pardessus sombre. Il ne parlait pas beaucoup. Il est parti moins de 10 minutes plus tard. Après ça, M. Kindler était différent, sursautait. Je l'entendais faire les 100 pas. Holmes montait déjà les 3 escaliers et je le suivais de près. La logeuse sortit d'une clé de son tablier et la lui tendit. La pièce était petite et sombre, avec un plafond bas et un lit simple à cadre de fer. Un miroir fêlé était suspendu au-dessus d'un lavabo, et un rideau usé était tendu devant l'unique fenêtre. Holmes alluma la lampe sur le bureau et commença son inspection méthodique, sans rien dire au début. La pièce était restée quasiment intacte. La poussière recouvrait la cheminée. Une malle peu profonde se trouvait sous le lit, son couvercle légèrement entrouvert. Holmes s'agenouilla et la sortit. À l'intérieur, il n'y avait que quelques objets. Un pot de fard à paupières, une paire de gants noirs, un kit de rasage et, au fond, une enveloppe déchirée portant l'écusson d'un club privé. Holmes examina le seau. Encore la marque du trident. Cet individu ne se contentait pas de se faire passer pour quelqu'un. Il était surveillé. J'ai tendu la main vers l'enveloppe, mais Holmes m'a retenu. L'absence d'une lettre est aussi révélatrice que sa présence. Quelqu'un l'a retirée, mais n'a pas pris l'enveloppe, soit par précipitation, soit par erreur. Nous allons faire analyser l'empreinte. Il se tourna vers le bureau et ouvrit le seul tiroir. À l'intérieur se trouvait un assortiment de notes griffonnées, principalement des noms, des horaires, des adresses de rue, et parmi elles, une feuille pliée portant une carte grossièrement dessinée à la main. En son centre, un cercle marqué C. Holmes posa le papier à plat. Il traquait quelque chose, ou quelqu'un. Ces lieux ne sont pas choisis au hasard. Regardez ici. Soho, Whitechapel et Temple Bar. Un triangle. Et ce C pourrait indiquer un point de rendez-vous. Un rendez-vous?
demandai-je. Ou une cible? Il prit la carte et l'enveloppe. Il faut agir vite maintenant, avant que quiconque ne décide que cette pièce est trop révélatrice pour rester intacte. Nous sommes retournés dans la rue au moment même où un homme en veste de portier tournait au coin de la rue, une caisse à la main. Holmes s'arrêta et l'observa. L'homme nous lança un regard perçant, puis se retourna et entra dans un entrepôt de l'autre côté de la rue. « Tu as remarqué ça, Watson? T'as son look? Mieux encore, il nous a reconnus. Tu penses qu'on nous suit? Pas encore, mais on nous surveille. » Il se tourna vivement vers l'embouchure du close. « Au taxi, puis retour à Baker Street. Crow devrait avoir quelque chose à dire. Sinon, nous risquons de nous retrouver bientôt dans le noir. » Il était un peu plus de 16 heures lorsque nous sommes retournés à Baker Street. Madame Hudson nous a accueillis à la porte, troublée. « Monsieur Holmes, cet homme étrange est de retour. Il a de l'encre sur les doigts et marmonne des choses sur les oiseaux et les étoiles. Je lui ai donné du thé. Il est dans votre fauteuil. Nous avons trouvé Bartholomew Crow arpentant la cheminée, un fume-cigarette à la main, parlant à voix basse et frénétiquement. Il s'est retourné à notre entrée, le visage rouge d'excitation. « Holmes, j'ai quelque chose. Pas tout, mais un fragment. » Holmes laissa tomber son manteau et s'avança vers lui. « Parle. Le code, votre parchemin, est un fragment d'un message plus vaste. Peut-être un tiers, mais c'est suffisant. La date codée est celle de ce samedi, après le crépuscule. La réunion doit avoir lieu dans la voûte sous le théâtre. » « Quel théâtre ?» Crow sortit une feuille de notes. « Le code ne fait référence qu'au rideau. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un rideau littéral, comme celui de votre roman policier. Mais c'est un nom propre, avec une majuscule. J'ai fait quelques recherches. » Il tapota la page. « Il y avait un vieux théâtre élisabétain à Shoreditch, connu sous le nom de The Curtain. Il a disparu depuis longtemps, mais les caves sont toujours là, sous ce qui est aujourd'hui une cave à vin privée. » Les yeux de Holmes brillèrent d'une vive intensité. « Et vous croyez que ce coffre-fort accueillera la réunion? »« Je crois, » répondit Crow, « qu'on y transmettra quelque chose. Un homme, un document ou un secret, je l'ignore. » Holmes se tourna vers moi. « Nous y allons ce soir, armés, discrets et prêts à l'affrontement. L'homme derrière le rideau de la bibliothèque est peut-être mort à cause de ce qui va se passer. » J'ai hoché la tête. « Watson, prends ton revolver et mets ton manteau sombre. Nous irons au théâtre, mais pas, cette fois, en spectateurs. » Les ombres du jour s'allongeaient sur Baker Street à mesure que l'heure de la révélation approchait. Et même si les réverbères commençaient à vaciller à travers Londres, je ne pouvais m'empêcher de penser que les véritables ténèbres étaient encore à venir. Le brouillard s'épaississait à nouveau, tandis que nous avancions vers Shoreditch. Ce soir-là, les lampes projetant des halos liquides sur les trottoirs humides, leurs flammes semblant vaciller d'impatience. Holmes avait revêtu un pardessus sombre et portait une petite sacoche sous le bras. Moi aussi, j'étais habillé discrètement, mon revolver dissimulé sous mon pardessus, même si, je l'avoue, sa poigne pesait plus lourd à chaque pas vers l'inconnu. Nous sommes arrivés peu après 7 heures. La cave à vin, qui se dressait désormais au-dessus des ruines du Curtain Theatre, était discrètement située dans une ruelle étroite, derrière une rangée de maisons géorgiennes. Une lanterne rouge se balançait au-dessus de l'entrée et le mot « cellarium » était gravé en lettres dorées au-dessus de la porte. Simple clin d'œil au patrimoine enfoui sous ses pieds. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, polie et feutrée. Des messieurs de condition modeste sirotaient du Bordeaux
et parlaient à voix basse autour de petites tables rondes. Un pianiste solitaire jouait dans un coin, ses doigts flottant sur les touches comme la brume sur un canal. Un serveur discret en queue de pie nous accueillait à la porte. « Les réservations pour les caves privées se font en bas », dit-il après un regard de Holmes qui hocha simplement la tête. Nous descendîmes un escalier de pierre, l'air devenant plus frais et plus humide à chaque pas. En bas, un étroit couloir bifurquait vers plusieurs caves privées, d'anciennes caves à vin remplies de bouteilles, mais désormais réservées à ceux qui recherchaient l'intimité. Holmes s'arrêta devant la 4e porte à droite. Il fouilla dans son manteau, en sortit une petite loupe et examina la serrure. Puis il sortit 2 fins outils de sa sacoche et en moins de 20 secondes, la porte s'ouvrit avec un léger clic. Au-delà, le caveau était bas de plafond et voûté, avec des murs de pierre qui luisaient faiblement sous l'effet de la condensation. Des caisses en bois marquées Bordeaux 1846 étaient empilées le long d'un mur, et une table ronde avec 3 chaises trônait au centre. Une bougie venait d'être allumée, sa flamme fraîche et intacte. Holmes ferma doucement la porte derrière nous et s'accroupit près de la table. Il y a des traces de pas dans la poussière, 2 séries, faibles mais distinctes. L'une d'elles a été laissée il y a 1 heure. Quelqu'un est déjà passé. Et l'autre? Il désigna une alcôve sombre au fond. Ce poste mène là-bas et ne revient pas. Il se dirigea vers l'alcôve et s'accroupit de nouveau, retirant sa lampe. Là, partiellement dissimulée derrière une caisse, se trouvait une petite boîte en bois. Pas plus grande qu'une boîte à biscuits, mais fermée et scellée d'un emblème en cire. « Le trident », murmura Holmes. Nous avions à peine eu le temps de l'examiner que le bruit de pas résonna dans le couloir au-delà. Holmes m'indiqua l'obscurité. Nous nous glissâmes derrière les caisses, ombre parmi les ombres, juste au moment où la porte du coffre s'ouvrait en grinçant. Une grande silhouette entra, enveloppée dans une cape. Il marchait d'un pas décidé, mais sans hâte, tenant une petite sacoche dans une main gantée. Alors qu'il se dirigeait vers la table, un 2e homme le suivit, plus petit, plus prudent, sa posture évoquant davantage un homme peu habitué à ce genre de réunion. « Tu l'as » demanda l'homme le plus petit à voix basse. L'homme grand hocha la tête. On échange et on se sépare. « Tu n'as pas été suivi ?»« Non, » répondit-il. « Mais je n'aimais pas l'ambiance de cet endroit, trop exposé. » « Alors faisons vite. » Holmes se tendit à côté de moi. Je lus dans ses yeux son calcul. Intervenir maintenant ou observer la passation de pouvoir dans son intégralité. Mais la suite déjoua nos espérances. Une 3e silhouette entra sans prévenir, une ombre silencieuse. Cette fois, on n'entendit aucun bruit de pas, seulement le claquement sec d'un coup et un halètement étouffé. L'homme grand s'effondra instantanément, sa sacoche heurtant le sol. Le plus petit se retourna, mais trop tard. Un second coup le projeta en titubant contre le mur. La lueur des bougies vacilla, et dans cette lumière tremblante, j'aperçus brièvement l'agresseur, maigre, ganté et masqué, un foulard tiré, haut sur la bouche. Puis il s'est tourné vers la caisse près de nous. Holmes se déplaçait avec une rapidité que je pouvais à peine suivre. D'un seul mouvement, il sortit de sa cachette, attrapa une bouteille de vin dans une caisse et la lança avec une précision parfaite. Elle heurta le bras de la silhouette masquée, lui faisant lâcher ce qu'il avait pris, la boîte scellée au trident. Je me suis levé à côté de Holmes, revolver dégainé. L'agresseur, désorienté mais agile, reprit ses esprits plus vite que prévu. D'un mouvement brusque de son manteau, il projeta une petite gerbe de poudre au sol, déclenchant une bouffée de fumée
et nous forçant à reculer. Une fois la fumée dissipée, il avait disparu, la porte pivotant sur ses gonds. Holmes jura dans sa barbe et se précipita vers les hommes tombés. Le grand gémit en s'agitant légèrement. Le plus petit resta immobile, inconscient ou pire. « Ils sont vivants », confirma Holmes. Mais de justesse, la sacoche, il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un manuscrit roulé, plusieurs, notes manuscrites codées d'une manière étrange et soigneusement rangées, la photographie d'un bâtiment. Le bâtiment était ancien, majestueux et reconnaissable entre mille. « Marchmont House », murmurai-je. Holmes tenait la photographie, à la lumière de la bougie, ses yeux scrutant chaque recoin. Ils avaient planifié quelque chose en son sein. Peut-être l'avaient-ils déjà mis en œuvre. La réunion de ce soir n'était pas un hasard, c'était une correction, un nettoyage. Ces hommes étaient devenus un fardeau pour quelqu'un. Il se tourna vers la boîte scellée par un trident que la silhouette masquée avait laissé tomber. Il était toujours verrouillé, mais légèrement, avec un fermoir plutôt qu'un verrou. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait un fin carnet noir. Sur la couverture intérieure figurait un emblème, un trident surmontant une étoile, et en dessous une signature manuscrite. Holmes le lut à voix haute. « U. H. Marchmont. »« Sœur Evelyne ?» demandai-je, surprise. « Mais il nous a embauchés ?»« Non, » murmura Holmes. « Pas Sœur Evelyne, Eustace Henry Marchmont, son frère cadet, décédé depuis 1878, prétendument noyé à l'étranger. Mais ce carnet est récent. » Holmes le referma d'un coup sec. Alors soit le frère est vivant, soit quelqu'un d'autre a usurpé son identité. Quoi qu'il en soit, cela lie Marchmont. House a cette conspiration d'une manière que Sir Evelyn n'a pas encore révélée. Nous avons quitté le coffre juste au moment où des voix se sont fait entendre à l'étage. Le directeur, alerté peut-être par le bruit ou le dérangement. Holmes a fourni une brève explication et a fait venir un agent de police pour récupérer les blessés. Dehors, le brouillard était à nouveau épais. Nous avons marché rapidement en silence pendant un moment, nos pas résonnant sur la pierre et la brique mouillée. Finalement, Holmes parla. Nous savons maintenant que ce chiffre n'était qu'un signal. Ce qui se cache derrière est bien plus dangereux. Une société cachée au grand jour fonctionnant grâce à des codes, des disparitions et des mensonges historiques. « Et l'homme mort derrière le rideau ?» demandai-je. Il n'était pas censé être vu. Sa découverte était une erreur, une brèche, la première secousse avant l'effondrement. L'effondrement de quoi? Holmes m'a regardé gravement. C'est cela, Watson, que nous devons découvrir, avant que le rideau final ne tombe. Nous sommes rentrés à Baker Street vers minuit, nos vêtements humides de brouillard et l'esprit chargé d'implications, bien plus lourdes. Holmes retira son manteau et ses gants d'un geste vif et expérimenté et se dirigea directement vers la table du salon, où il étala les objets récupérés dans le caveau. Les notes chiffrées, la photographie de Marchmont, et le carnet noir portant le trident et le nom, E. H. Marchmont. Je versai 2 cognacs sans demander l'autorisation et en tendis un à Holmes. Il le prit distraitement, les yeux déjà fixés sur la première page du carnet. Pendant quelques minutes, seul le tic-tac de l'horloge et le doux crépitement du feu rompirent le silence. Puis Holmes prit la parole. « Ceci, dit-il en tapotant, le carnet n'est pas simplement un compte-rendu, c'est un registre, non codé, lieu et à en juger par le format date. Je crois qu'il s'agit de compte-rendu de réunion, de paiement et peut-être d'élimination. » « Des éliminations ?» répétai-je.
Il leva les yeux. Assassinat, Watson, disparition, pression politique, tout cela méticuleusement, enregistré sous des noms de code. Mais ce symbole, un trident sur une étoile, transparaît à chaque page. Comme Crow l'a suggéré, il ne s'agit pas simplement d'un groupe de chiffrement. C'est une opération, organisée, ancienne, peut-être héréditaire. Il tourna le carnet vers moi, révélant un croquis au dos de la couverture, un plan approximatif. J'en reconnus immédiatement les contours. C'est la bibliothèque de Marchmont House. En effet. Et là, montra-t-il du doigt, c'est le rideau, marqué d'un X. Mais ce qui m'intrigue, c'est ceci. En dessous, une ligne est tracée vers le bas et intitulée « Passage d'Eustache ». Je l'ai regardé fixement. Tu crois qu'il y a plus derrière le rideau qu'un simple couloir désaffecté? Je pense qu'il pourrait y avoir une chambre secrète entière, en dessous, peut-être murée, et Eustace Marchmont, longtemps présumé noyé, pourrait avoir eu bien plus à voir avec cette maison et cette société que son frère ne l'a jamais laissé entendre. Holmes se leva, soudain agité. Il arpentait le feu, les mains derrière. « T'as le dos. » Nous avons été invités à enquêter sur l'affaire avec l'impression qu'un corps était apparu de manière inexplicable. Mais que se passerait-il si Sir Evelyn en savait plus qu'il ne le disait? Il s'est dit choqué par la découverte. Et pourtant, il n'a jamais mentionné son frère. Il a bien dit que le couloir était désaffecté, mais pas qu'il avait été scellé, ai-je répondu. Exactement. Et maintenant, nous découvrons un code qui relie le nom Marchmont à un groupe opérant dans l'ombre, transmettant des messages, falsifiant des identités et utilisant la mort elle-même comme un déguisement. Holmes referma le carnet. Nous retournons à Marchmont House, ce soir. Mais à cette heure-ci, pas de gendarmes, pas d'interruption, que des réponses. Nous arrivâmes à Kensington vers 1 heure du matin. Les rues étaient presque silencieuses, à l'exception du fracas lointain d'un fiacre tardif et du bruissement du vent qui balayait les feuilles sèches sur le trottoir. Holmes avait écrit un bref mot à Sir Evelyn, demandant l'accès immédiat à la bibliothèque, faisant état de nouvelles découvertes urgentes. Nous fûmes admis sans protester par le portier de nuit, qui nous escorta à travers les couloirs silencieux de la maison et ouvrit les portes de la bibliothèque d'une main tremblante. Holmes l'a renvoyé. La bibliothèque n'avait pas changé. Ses étagères imposantes, d'un silence solennel, ses rideaux de velours intacts. Holmes alluma 2 lampes à huile et en plaça une près de l'âtre, l'autre près des grands rideaux verts. Il s'approcha lentement du rideau, étudiant une fois de plus son support. « Remarquez le bord, dit-il doucement. Tu vois la rainure? Watson, ce n'est pas décoratif, c'est une charnière, et là cette tige était autrefois un levier. » Il tendit la main vers le haut, tâta le long des boiseries, et d'une rotation habile appuya vers l'intérieur. Il y eut un clic sourd, puis un gémissement creux, lorsque le panneau derrière le rideau se déplaça. Pas seulement un couloir, mais une porte cachée. Nous l'avons ouvert. Derrière, un étroit escalier de pierre descendait dans l'obscurité. L'air qui s'en dégageait était froid, sec, teinté de poussière, et d'autres choses légèrement métalliques, comme de la rouille. Ou du sang séché depuis longtemps. Holmes prit la lampe et descendit le premier, d'un pas lent et prudent. Je le suivis, revolver au poing, le silence me serrant les oreilles comme un souffle retenu. Au pied des marches, nous sommes entrés dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une crypte, non pas au sens religieux, mais architectural. Murs de pierre, plafonds voûtés et niches creusées dans la maçonnerie, dont certaines contenaient d'anciens coffres et des documents roulés reliés en cuir délavé.
Holmes s'avança, sa lampe balayant les murs. « Regarde ça, » murmura-t-il. « Des étagères, des livres, mais pas catalogués, cachés. Certains datent de plusieurs siècles. » J'ai examiné un volume au hasard et j'ai trouvé un traité latin daté de 1613, rempli d'annotations de plusieurs mains. Un autre contenait des listes d'alias et de dates. Londres, Vienne, Constantinople. « Ils opèrent depuis des générations, » murmurai-je. Holmes ouvrit une malle. À l'intérieur se trouvaient plusieurs perruques, masques, robes, gants, tous les instruments de la transformation. En dessous, un dossier relié par un ruban noir. Il l'a détaché. La première page portait un nom soigneusement calligraphié, le rituel de la troisième ombre. En dessous, en plus petits caractères, à promulguer uniquement après. Le retrait du surveillant. Avant que Holmes ne puisse en dire plus, un bruit résonna derrière nous, un léger grincement, à peine un murmure, mais indubitable. Le bruit de la porte cachée qui se referme. Nous avons fait volte-face. L'escalier était désormais un mur blanc. Holmes s'y précipita et appuya sur les bords. C'est sur une charnière lestée. Astucieux, très astucieux. Quelqu'un l'a actionné d'en haut. Nous sommes enfermés, temporairement. Ah, moins que... Il examina le mur plus en détail et appuya sur une brique mal fixée. Ah! Avec un clic, le panneau s'ouvrit à nouveau en grinçant et la lumière des torches se répandit sur les marches. Une silhouette se dessinait dans l'embrasure de la porte. Ce n'était pas sœur Evelyne, mais un homme d'âge mûr, vêtu d'une tenue de soirée. Son visage était vif, aristocratique et inhabituel, mais il présentait une ressemblance indéniable avec notre client. Holmes fit un pas en avant. « Vous êtes Eustache Marchmont. » L'homme sourit faiblement. « Je l'étais, il y a longtemps. Maintenant, je ne suis plus que le gardien. »« Et l'homme derrière le rideau ?» demanda Holmes. « Était-il à vous ?» Eustache descendit dans la chambre, regardant autour de lui avec quelque chose entre la révérence et la tristesse. C'était un coursier, et il a échoué. Ce qu'il transportait n'aurait jamais dû être découvert. Et c'était quoi? Ça, demandai-je. Les yeux d'Eustache se tournèrent vers le manuscrit que tenait Holmes. Un plan, non pas celui d'une machine ou d'une invention, mais celui d'une société. De l'influence achetée et échangée, des secrets catalogués, des réputations contrôlées. Ce n'est pas de la trahison, docteur, c'est de la préservation. La voix de Holmes était froide. Préservation par le déguisement, le meurtre et la diversion, par ordre, corrigea Eustache, et par nécessité. Le rideau est là pour cacher ce qui ne doit pas être vu, ni par la police, ni par le public. « Tu l'as tué ?» demandai-je. Le visage d'Eustache s'assombrit. « Non, j'ai puni sa trahison, mais d'autres l'ont destitué. Mon frère ne l'a jamais su. Il n'était pas censé le savoir. Mais maintenant, il t'a invoqué, et tout doit changer. » Holmes leva le manuscrit. « Ce registre changera tout, une fois que les bons yeux le verront. » Eustache recula. « Alors faisons en sorte que cela n'arrive. » Jamais. Mais avant qu'il puisse agir, le craquement d'une planche de plancher retentit au-dessus. Une autre silhouette apparut. Sœur Evelyne Marchmont, pâle et abasourdie. « Eustache ?» murmura-t-il. Le gardien s'est figé. Le rideau, semblait-il, avait commencé à se lever sur des vérités longtemps enfouies. Holmes s'interposa entre eux. « Je pense, dit-il doucement, que le temps de la dissimulation est révolu. » Le sensatus silence qui suivit l'entrée de sœur Evelyne était aussi dense que les ombres qui nous enveloppaient. Sous la voûte de pierre, les deux frères se tenaient figés, comme pris dans un tableau.
l'un en tenue de deuil, l'autre sortant d'une mort présumée. Ce fut Holmes qui rompit le silence, d'une voix basse mais ferme, sans quitter Eustace. « Marchemont des yeux. »« Sœur Evelyne, dit-il, permettez-moi de vous présenter l'homme que votre maisonnée considère depuis longtemps comme enterré sous des eaux étrangères. Je crois que vous l'appeliez autrefois Eustache Henry Marchmont. » Sœur Evelyne fixait son frère, son visage reflétant l'incrédulité et quelque chose de plus complexe. La culpabilité, peut-être, ou un chagrin jamais pleinement assimilé. Il s'approcha, la lampe qu'il tenait à la main projetant une lumière tremblante sur le visage d'Eustache. « Je t'ai enterré, » murmura sœur Evelyne. « Ils ont ramené ta bague, la lettre de France. Ils ont dit que tu t'étais noyé dans la Manche. »« J'ai laissé le monde le croire, » répondit Eustache froidement. « J'avais besoin de liberté et de secret. Tu n'aurais jamais permis que ce que j'avais commencé continue, parce que c'était mal, » dit sœur Evelyne, la voix crispée. « Même à l'époque, je le savais. Tu as toujours été obsédé par les codes, les sociétés, les machinations. Mais simuler ta mort, te cacher sous notre demeure comme un prêtre antique protégeant une hérésie, « J'ai préservé l'ordre, » s'exclama Eustache. « Pendant que tu lisais à voix haute au comité et débattais de grammaire à la société bibliographique, j'ai empêché le nom de famille de sombrer dans le scandale. Je me suis rendu utile aux hommes qui comptent. Tu donnes des conférences sur les livres, Evelyne. J'ai veillé à ce que ces livres soient conservés en lieu sûr. » Holmes s'avança, tenant le registre noir d'une main et les notes chiffrées de l'autre. « Vous avez utilisé cette bibliothèque pour conserver bien plus que des manuscrits rares. Vous avez constitué une archive de contrôle. De l'influence s'échangeait sous des pseudonymes, des messages se transmettaient par gants, et perruques, des hommes étaient exécutés en silence. Dites-moi, gardien, combien de temps avez-vous cru que ce rideau pourrait retenir la lumière du jour ?» Le regard d'Eustache ne vacilla pas. « Vous parlez comme si la lumière du soleil purifiait. Mais le monde, monsieur Holmes, est fait d'ombre. La civilisation a besoin d'illusions. Elle a besoin d'hommes comme moi. » Holmes se tourna légèrement pour s'adresser aux deux frères. « L'homme derrière le rideau, votre coursier, a été tué pour avoir enfreint vos règles. Il a tenté de voler quelque chose, peut-être de le vendre ou de le divulguer. Le code nous a conduits au coffre-fort sous le théâtre du rideau, où nous avons intercepté une transmission. Ce carnet aurait changé de main. Peut-être. Est-il parvenu à un groupe rival ou à la presse? Mais quelqu'un l'a d'abord réduit au silence. « Je n'ai pas ordonné sa mort », a déclaré Eustace. « Alors qui l'a fait ?» Eustache regarda son frère puis détourna le regard. « Il y en a d'autres maintenant, de nouvelles voix plus fortes que la mienne. J'étais autrefois l'architecte. Maintenant, je ne suis que le gardien. Vous avez été remplacé, » murmura Holmes. Le silence d'Eustache le confirma. Le visage de sœur Evelyne était marqué par l'angoisse. « Et pourtant, vous m'avez laissé mêler Holmes à cette affaire, sachant pertinemment ce que cela révélerait. J'ignorais que le corps serait retrouvé, » dit doucement Eustache. « Il était censé disparaître. Il devait disparaître, derrière le rideau comme d'autres. Mais un mécanisme a échoué. Un serviteur a peut-être pris le mauvais chemin, ou un oubli. Quoi qu'il en soit, il n'était pas destiné à être exposé au public. » Holmes se tourna vers sœur Evelyne. « Dites-moi la vérité. Soupçonniez-vous que votre frère était encore en vie ?» Le visage d'Evelyne se déforma sous l'émotion. « Non, jamais. J'ai porté son deuil pendant des années, mais ces derniers mois, j'ai remarqué des irrégularités. Des fonds ont été détournés. Des sections verrouillées de la bibliothèque ont été perturbées. J'ai cru à un vol, jusqu'à ce que je trouve un livre qui n'existait pas dans notre collection.
Un traité chiffré avec des notes marginales que j'ai reconnues. L'écriture de ton frère, ai-je proposé. Il hocha la tête. Et puis, le corps, le rideau, le trident. Vous m'avez convoqué dans l'espoir de confirmer un soupçon, dit Holmes, mais aussi en espérant que ce soit une erreur. Je ne voulais pas que ce soit vrai, a admis Evelyn. À ce moment-là, du haut des escaliers, une nouvelle voix retentit, fine, saccadée et indubitablement anglaise. Je conseillerais à personne de bouger. Nous nous sommes retournés et avons vu un homme en costume sombre descendre lentement, un petit revolver à la main gantée. Son visage était pâle, oubliable, le genre de visage qu'on croise 100 fois dans la rue sans jamais le remarquer. Il ne parla plus, mais fit signe à Holmes de s'éloigner du registre. « Qui êtes-vous » demanda Holmes sans broncher. « Celui qui a été envoyé pour régler cette affaire, » répondit l'homme. « Le rideau est tombé trop loin. Certaines vérités doivent rester dans l'ombre. » Holmes s'écarta délibérément, mais non sans raison. Il déplaça subtilement la lampe sur la table, de sorte que son reflet se reflète sur une carafe à vin polie posée au coin de l'étagère en pierre. Alors que l'homme tendait la main vers le registre, Holmes parla à nouveau, attirant son « attention ». Le détruirais-tu? L'homme hésita. Il ne doit pas quitter cette maison. Et en une fraction de seconde, Holmes agit. D'un geste vif, il inclina la lampe vers l'étagère. La lumière se refléta sur le verre et illumina les yeux de l'homme, l'éblouissant. Avant que l'intrus ne puisse se reprendre, Holmes avait balayé le registre de la table et me l'avait lancé. Je l'ai rattrapé maladroitement, tandis qu'Holmes se précipitait, faisant tomber le revolver d'un coup violent. Un coup de feu retentit, ricochant sur la pierre. Sir Evelyn se baissa. Eustache recula simplement, observant sans être dérangé. Holmes a saisi l'homme, le désarmant en 2 mouvements et le plaquant contre le mur. « Watson » a-t-il appelé. « Votre revolver, s'il vous plaît. » Je l'ai dessiné et j'ai visé. L'homme essoufflé esquissa un sourire crispé. « On ne peut pas les arrêter. Il y en a d'autres. »« Peut-être, » dit Holmes, « mais vous n'êtes plus parmi eux. » Un bruit de bottes résonna au-dessus. Les agents, appelés par le mot d'Evelyn ou peut-être par Madame Yates, étaient enfin arrivés. Quelques instants plus tard, l'inspecteur Lestrade fit irruption dans la bibliothèque, suivi d'agents en uniforme. L'homme masqué fut placé en garde à vue. Sir Eustace Marchmont garda le silence, tandis qu'on l'escortait à l'étage, sous l'œil vigilant de Lestrade. Evelyn, pâle et tremblante, resta encore plusieurs minutes dans la chambre du dessous. « Je n'aurais jamais imaginé que cela soit si profond, » murmura-t-il. « Rares sont ceux qui le font, » répondit Holmes, « et encore moins nombreux sont ceux qui en ressortent inchangés. Nous avons quitté Marchmont House avant l'aube. » Holmes transportait le registre noir dans sa sacoche, soigneusement emballé et marqué pour une livraison sécurisée à Mycroft. Alors que nous sortions dans la lumière grise du matin, je me suis tourné vers Holmes. Seront-ils exposés? Il jeta un coup d'œil au brouillard qui montait de la Tamise. Certains finiront par disparaître, d'autres disparaîtront tout simplement, comme de la fumée derrière du velours. Mais le rideau s'est déchiré, Watson. Et derrière lui, la scène était bien plus sombre que nous l'avions imaginé. Il n'a rien dit de plus jusqu'à ce que nous atteignions Baker Street. Mais j'ai su alors que le véritable jugement ne faisait que commencer. Le lendemain, le ciel se leva pâle et cassant, de ceux qui filtraient la lumière à travers une gaze invisible et donnaient à Londres le teint blafard de la retenue. Le drame de la nuit précédente persistait dans mes pensées comme l'arrière-goût d'une forte boisson amère, et bien que j'ai dormi, mon sommeil était troublé, hanté par l'image des 2 frères Marchmont debout
au milieu des ombres, séparés par plus que le temps. Je trouvais Holmes déjà réveillé en entrant dans le salon de Baker Street. Il se tenait près de la fenêtre, son carnet noir ouvert sur la table du petit déjeuner derrière lui, accompagné d'une enveloppe pliée portant le sceau du ministère des Affaires étrangères. « Des nouvelles de Mycroft ?» demandai-je, en étouffant un bâillement. Holmes ne se retourna pas immédiatement. Il resta à la vitre, regardant les fiacres défiler à un rythme lent et posé. « Oui » dit-il enfin d'une voix aussi froide et sèche que le vent dehors. Il a envoyé un messager dès l'aube. Le registre a déjà été placé sous bonne garde. Son contenu a causé des troubles considérables. Il traversa la pièce et ramassa l'enveloppe. La note de Mycroft est laconique à sa manière. Il confirme que le symbole du trident et de l'étoile apparaît dans des dossiers de renseignement couvrant 3 décennies, sous divers noms de code. Des références aux soi-disant gardiens existent dans les archives coloniales, les manuels de chiffrement et même enfouis dans des documents confidentiels du trésor de Sa Majesté. Il m'a tendu le mot. Il était vraiment bref. Le théâtre est plus large que le rideau. Laissez l'acteur se retirer, mais surveillez la doublure. Toute autre enquête est inutile. Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, répondit Holmes, que Mycroft croit que la société s'adaptera, peut-être même perdurera sous une nouvelle direction. Les perturbations que nous avons provoquées ont été importantes, mais pas fatales. Le rôle que Stas Marchmont occupait autrefois sera discrètement réaffecté. La machine du secret continue de tourner. Il l'a dit sans émotion, mais j'ai senti dans ses yeux une ombre de frustration, inhabituelle chez un homme qui se laissait rarement accabler par la conclusion d'une affaire. « Et Eustache ?» demandai-je. « Il a été placé dans un centre discret du Surrey, un asile plutôt qu'une prison, même si les frontières sont floues lorsque la sécurité nationale est invoquée. Mycroft veille à ne parler qu'à des personnes choisies. » Et Sir Evelyn? Holmes s'assit dans son fauteuil et croisa les doigts. Il a pris sa retraite de la société bibliographique, invoquant des problèmes de santé. En vérité, je crois qu'il souhaite enterrer toute cette affaire sous un silence absolu. Il a demandé à faire don de la bibliothèque Marchmont au British Museum. Je soupçonne que c'est sa façon de faire table rase du passé. Il s'arrêta. Mais quelque chose me trouble encore. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Holmes tapota la table du doigt. L'homme masqué, celui du coffre. Il prétendait que d'autres étaient restés, que le rideau n'était qu'une couche, pas le tout. Tu le crois? Holmes se pencha en avant. Watson, la tromperie est l'encre avec laquelle ces gens écrivent l'histoire. Je crois qu'il a dit la vérité, précisément parce qu'il pensait que nous n'y pourrions rien. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Madame Hudson apparut avec une carte sur un plateau. Holmes la prit, haussa un sourcil et se leva. « Eh bien, c'est inattendu. »« Qui est-ce » demandai-je. « Lord Benedict Larchwood » dit Holmes en me tendant la carte. « Un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui règne dans les recoins les plus sombres de Whitehall. » Quelques instants plus tard, un grand monsieur en pardessus gris entra dans la pièce, son expression polie et sa présence indéniablement officielle. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, je ne vous retiendrai pas longtemps. Il ne s'est pas assis et n'a pas enlevé ses gants. Je viens à la demande de connaissances communes, commença-t-il d'une voix calme et polie. Plusieurs services ont appris que vous avez découvert un réseau d'une ampleur considérable, un mécanisme informel de renseignement et de coercition lié à des intérêts nationaux et étrangers. Ce que vous gardez en mémoire n'est peut-être pas classifié, mais c'est dangereux. Holmes fit un geste subtil.
Vous souhaitez l'effacer? Lord Larchwood eut un léger sourire. Absolument pas. Nous souhaitons garder le contrôle de la situation. L'homme que vous avez appréhendé disparaîtra. Le registre sera archivé conformément au protocole diplomatique. Et vous, messieurs, recevez notre gratitude et notre requête. Une demande? Demandai-je. Que tu ne parles plus jamais de cette affaire. Holmes se leva. Lord Larchwood, votre ton évoque la menace, mais vos paroles relèvent de la courtoisie. De quoi parlez-vous? L'homme hocha la tête avec courtoisie. Tous. Qu'allez deux. Bonjour, messieurs. Et sur ce, il partit. J'ai attendu que ses pas disparaissent dans les escaliers. Bon, dis-je en expirant. Et maintenant? Holmes se tourna vers la cheminée et ajouta une nouvelle bûche aux braises. Il fixa les flammes naissantes. Nous obéissons. Comme ça? Il m'a alors regardé, et dans ses yeux, je n'ai vu aucune reddition, seulement du calcul. Watson, nous obéissons ouvertement, oui, mais nous n'oublions pas. Nous n'effaçons pas le chemin parcouru, même lorsqu'on nous le demande. Nous enregistrons la vérité dans notre esprit, voire à l'encre. J'ai hoché la tête lentement. Et le club Trident? Ils se déplaceront avec plus de prudence désormais. Et peut-être qu'un jour ils réapparaîtront moins masqués et plus confiants. S'ils le font, nous serons prêts. Il s'adossa à sa chaise, expira profondément et ferma les yeux un instant. Puis, sans changer de ton, il demanda « Dites-moi, Watson, avez-vous remarqué les ecchymoses particulières sur les articulations de notre nouveau facteur? » J'ai cligné des yeux. « Non. » Pourquoi? Parce qu'il a distribué le journal de ce matin de la main gauche, alors qu'il porte sa bague de facteur à la droite. Je soupçonne qu'il n'est pas du tout notre homme habituel. Tu penses que quelqu'un nous surveille? Holmes ouvrit les yeux. Je crois que le rideau est tombé, mais le public est resté. Il attend le rappel. Dehors, les cloches de Sainte-Marie-le-Bonne sonnaient l'heure, et le brouillard, plus épais que jamais, commençait à flotter à nouveau sur les toits et dans l'appartement du 221B. Je me suis assis avec Holmes, non plus simplement chroniqueur de son génie, mais désormais gardien de secrets que nous ne pourrions jamais publier. Le crime derrière le rideau de la bibliothèque avait été résolu, mais le théâtre où elle se jouait, je craignais qu'il soit encore ouvert. Près de 15 jours après, la visite de Lord Larchwood, le brouillard persistant de l'affaire Marchmont commença à se dissiper. Du moins, c'est ce qu'il semblait de l'extérieur. Londres avançait avec son indifférence habituelle. Les roues des taxis tournaient, les journaux se vendaient au coin des rues, et le brouillard descendait du fleuve comme si rien n'avait perturbé son rythme habituel. Mais j'avais fini par reconnaître les signes subtils qui indiquaient que Sherlock Holmes n'était pas encore au repos. Il n'avait pas touché au violon depuis des jours, et sa pipe matinale refroidissait la plupart du temps. Bien qu'il occupât son coin habituel dans notre salon, son regard se porta non pas vers le feu, ni vers les pages du Times, mais vers la cheminée où reposait autrefois le carnet scellé au trident. Son absence laissait une légère trace fantomatique dans la poussière. « Holmes, dis-je un matin en posant mon thé, cette affaire avec Marchmont, ça te trouble encore ?» Il ne répondit pas immédiatement, mais joignit les mains et regarda vers la fenêtre, où un rayon de lumière pâle filtrait à travers le brouillard. « Je trouve, » dit-il lentement, « que les énigmes les plus troublantes ne sont pas celles qui restent sans solution, mais celles qui sont résolues, prématurément. Comme si on avait fermé le livre avant d'en avoir lu la dernière page. Tu penses qu'il y a eu un manque? » Il se tourna vers moi. « Non,
Je crois que quelque chose a été volontairement omis, de nous et du dossier. On nous a permis d'en voir juste assez pour leur servir de lame, pour sectionner un membre qu'ils jugeaient déjà pourri, mais le corps a survécu. Je commence à soupçonner que notre affaire n'était pas un démêlage, mais une élagage. Cet après-midi-là, il disparut sans explication, ne laissant derrière lui qu'un court mot. Watson, ne m'attendez pas avant la tombée de la nuit. Il y a quelque chose sous les archives officielles que je dois voir par moi-même. Cash, fidèle à sa parole, il ne revint que bien après 8 heures, son manteau couvert de suie et les yeux brillants d'un étrange mélange de triomphe et d'appréhension. Il retira ses gants et jeta un petit paquet de tissus sur la table. Je l'ouvris avec précaution et découvris à l'intérieur un fin morceau de parchemin, vieux, cassant et barré de chiffres manuscrits. Au fond, le symbole inimitable, le trident et l'étoile. Holmes s'assit avec un soupir et se versa une mesure de cognac. Il y a une annexe sous les anciens registres de la chancellerie de Lambeth, dit-il. Elle est fermée au public pour reclassification. Un ancien greffier m'a rendu un service et m'a autorisé à y accéder. Et qu'as-tu trouvé? Il s'est penché en avant. Un registre de copistes daté de 1864. Des noms, des lieux et des symboles, des dizaines. Des tridents, certes, mais aussi de nouveaux. Un croissant, une double clé, une marque qui ressemblait à une boussole, brisée. Un groupe rival ou des cellules au sein d'un même corps. Les gardiens n'étaient pas seuls, il y en a d'autres, agissant dans des sphères différentes, sur des scènes différentes. Ce que nous appelions une conspiration pourrait bien être un réseau. Eustache n'était qu'un rideau dans une maison aux multiples facettes. Le paquet de tissu cachait un autre objet. Un petit disque en laiton, pas plus grand qu'une pièce de monnaie, gravé des initiales. R.L.F. Holmes le brandit à la lueur du feu. C'était coincé dans la tranche du carnet que j'ai récupéré. Je ne l'avais pas remarqué au début. Les initiales de qui? Je crois qu'il appartient à un certain Roland Lefebvre, ancien courrier militaire, disparu à Paris en 1889. On dit qu'il a fait défection. Mycroft a un jour mentionné son nom en passant. Holmes se leva et se dirigea vers la carte au-dessus du foyer. Si Lefebvre était impliqué, alors le réseau est plus ancien que Marchmont, plus ancien même que les archives du Club Diogène. Ces groupes sont antérieurs aux services de renseignements officiels. Ils sont ancestraux, presque féodaux dans leurs secrets. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ai-je demandé. S'il continue, Holmes se retourna, son expression indéchiffrable. Cela signifie que nous devons redéfinir la Victoire Watson. Nous avons exposé un film et la trame demeure. Il est néanmoins important de savoir où se trouvent les coutures. On a frappé à la porte avant que je puisse répondre. Madame Hudson a admis une jeune femme, une secrétaire du British Museum, élégamment vêtue et visiblement essoufflée. « Monsieur Holmes ?» demanda-t-elle en tendant une enveloppe scellée. « On vous l'a laissée au bureau de lecture, dans la salle des livres rares. Personne n'a vu qui l'a déposée. » Holmes prit l'enveloppe, examina le cachet de cire, simple cette fois, et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple carte, sur laquelle était écrit en caractères délicats et penchés « Le masque change, mais la voix demeure. Quand le rideau se lèvera à nouveau, écouterez-vous » Holmes fixa la carte pendant quelques instants avant de la glisser dans la poche de son manteau. « Qui écrirait une chose pareille ?» demandai-je. Il esquissa un léger sourire. « Quelqu'un qui a le sens du spectacle, et peut-être un avertissement. » Nous sommes restés assis en silence pendant un certain temps,
après le départ du messager. Plus tard dans la soirée, je me suis installé à mon bureau et j'ai commencé à rédiger les grandes lignes de cette affaire, celles dont je craignais désormais de ne jamais publier. J'ai consigné chaque détail avec soin, mais chaque ligne que j'écrivais semblait sombrer dans l'ambiguïté. Les noms, les symboles, le coffre sous la bibliothèque, l'homme disparu derrière le rideau, tout semblait pointer vers une vérité qui ne résisterait jamais à la lumière. Mais Holmes avait raison. Il était utile de se souvenir des coutures. La révélation finale, lorsqu'elle est arrivée quelques jours plus tard, non pas sous une forme déguisée ni codée, mais dans une simple lettre. Il ne portait ni adresse, ni signature, seulement une phrase, tapée sur du papier à en-tête du gouvernement, et remise dans une enveloppe vierge par un homme qui est parti avant même que Madame Hudson puisse lui demander son nom. On pouvait y lire « Dr. Watson, merci pour votre silence. Il a préservé plus de choses que vous ne le pensez. Je l'ai montré à Holmes, il l'a lu une fois et a dit « Le voilà, Watson, le dernier acte. Le théâtre remercie son public. » Et sur ce, il retourna à son fauteuil, prit son violon, pour la première fois depuis des semaines, et joua non pas une sonate ni une fugue, mais une mélodie calme et contemplative que je ne reconnus pas. Dehors, les rues de Londres battaient leur rythme habituel. Mais dans notre appartement, l'air semblait lourd de non-dits. L'affaire était close mais pas conclue, car ce que nous avions découvert n'était pas simplement un crime caché. C'était un monde en retard sur le monde, et même si le rideau était tombé, pour l'instant, nous savions que la scène serait à nouveau prête. C'était par une matinée froide et venteuse de début avril qu'une voiture arborant l'écusson Marchmont s'arrêta de nouveau devant le 221B Baker Street. Le valet de pied qui en sortit semblait à moitié figé et visiblement inquiet, comme si le poids de son message pesait lourdement sur lui. Il tendit à Holmes un mot plié, puis retourna rapidement à la voiture et disparut avant que nous puissions l'interroger davantage. Holmes brisa le sceau et lut en silence. Je vis son front se froncer et un léger soupir s'échapper de lui. Pas vraiment un soupir, mais quelque chose entre la surprise et la résignation. « Eh bien ?» demandai-je. Il m'a remis la note. « Monsieur Holmes, je vous écris non pas en tant que client, mais en tant que frère. Il y a quelque chose que vous devez voir. S'il vous plaît, venez immédiatement. E. Marchmont. » J'ai levé les yeux. « Sœur Evelyne ?» Holmes hocha la tête. On dirait que le passé refuse de rester enfoui. Nous arrivâmes à Marchmont House en moins d'1 heure. Bien que le terrain fût inchangé et que les portes de la bibliothèque s'ouvrent avec le même grincement familier, l'atmosphère avait changé. Il n'y avait plus l'énergie nerveuse des secrets cachés, mais un silence pesant et lugubre. L'air lui-même semblait baigné de réflexion. Sœur Evelyne nous attendait, non pas dans la bibliothèque, mais dans un petit salon attenant au bureau de son défunt père, une pièce élégante ornée de tableaux maritimes et d'étagères consacrées à la philosophie grecque. Il se tenait à la fenêtre, les mains jointes dans le dos. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-il, sans se retourner. « Votre message était convaincant, » répondit Holmes. « J'ignore rarement une convocation présentée comme une confession. Evelyne nous faisait face, plus âgée que dans mes souvenirs, comme si les révélations des semaines précédentes l'avaient sensiblement vieilli. Son visage portait les traces des nuits blanches et des longues réflexions solitaires. Depuis ton départ, j'ai passé toutes mes soirées aux archives, dit-il en désignant une porte latérale. Pas celle sous la bibliothèque, mais celle que mon père gardait sous clé, même hors de la vue de mon frère.
Il semblerait que Marchmont House ait plus d'un rideau. Il nous conduisit dans le bureau, où flottait une odeur de cire et de vieux papier. Un large bureau en acajou était couvert de documents, lettres, registres, photographies, dont beaucoup dataient de plusieurs décennies. Une photo en particulier retint mon attention. Un portrait officiel du jeune Eustace Marchmont, en tenue militaire, assis à côté d'un homme en uniforme français, portant le grade de major. « Roland Lefebvre », dit Holmes en le ramassant. Evelyne hocha la tête. Ils ont servi ensemble brièvement en Algérie. Mais ce que la photo ne montre pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Il y a des lettres ici, codées, mais déchiffrables, grâce aux notes marginales des carnets d'Eustache. Elles font référence à la fondation de ce qu'ils appelaient le Second Ordre, une branche du Club du Trident, destinée à corriger ce qu'ils considéraient comme un relâchement moral au sein du cercle originel. Holmes examina les lettres avec une intensité croissante. Un schisme interne, des nuances religieuses, presque puritains. Eustace pensait que le Club du Trident était devenu décadent, trop facilement manipulé par des intérêts étrangers. Lui et Lefebvre proposèrent une purge, mais leur plan fut déjoué. Lefebvre s'enfuit et Eustace... Et bien, il disparut, entre ces murs. Alors ce n'était pas seulement une conspiration, c'était une croisade, murmura Holmes. J'ai regardé Evelyne. Pourquoi partager ça avec nous maintenant? Il s'est tourné vers moi, et la douleur dans sa voix était indéniable. Parce que le silence est trop grand, parce que je ne supporte plus d'être l'héritier des ombres. Je me suis laissé convaincre que les plans d'Eustache étaient le fruit du chagrin, de la perspicacité et de la folie. Mais il n'était pas fou. Il était précis, et il a laissé derrière lui autre chose. Il se dirigea vers le mur du fond et appuya sur un loquet caché. Un panneau s'ouvrit, révélant un coffre-fort étroit. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans une toile cirée, se trouvait un dernier registre, plus petit que le premier, mais relié du même cuir, foncé. Holmes le souleva délicatement, l'ouvrit et parcourut les premières pages. Encore des noms, des codes. Mais cette fois, les entrées n'étaient pas seulement financières ou stratégiques, elles étaient personnelles. Chaque personne répertoriée portait des annotations. Faiblesse, affiliation, tendances idéologiques. J'ai reconnu certains. Noms, écrivains, hommes politiques, membres du clergé. D'autres m'étaient inconnus, mais les implications étaient effrayantes. Ceci, dit Holmes d'une voix calme, n'est pas un registre d'alliés. C'est un registre de moyens de pression. Evelyne était assise à son bureau visiblement épuisée. Il s'en est servi pour influencer, non pas par des menaces, mais par des révélations précises et opportunes, une lettre par-ci, un article anonyme par-là, une réunion reportée, jusqu'à ce qu'un scandale soit passé. Tout l'édifice de la supériorité morale, monté de toutes pièces. Holmes a fermé le livre. « Vous comprenez ce qu'il faut faire ?»« Oui, oui, » répondit Evelyne. « J'ai écrit au ministère de l'Intérieur. Ce document sera scellé, archivé, mais cette fois pas enterré. Son existence sera connue de ceux qui auront la conscience de le protéger. »« Et vous ?» demanda Holmes. « Je quitterai Londres. Marchmont House sera vendu. Il ne reste plus d'honneur dans ces couloirs, seulement des échos. » Il y eut un long silence. Holmes se leva alors, se dirigea vers la fenêtre et regarda les jardins de Marchmont. « Vous avez bien fait, sœur Evelyne. Cela ne réparera pas tout le passé, mais cela pourrait éviter le pire. » Il s'est retourné vers nous.
Et Watson, ce sera notre dernière visite à Marchmont House. Nous sommes partis tranquillement. Dehors, les nuages s'éclaircissaient. La lumière du début d'après-midi baignait les toits d'une douce lumière, et j'eus l'impression, peut-être pour la première fois depuis le début de l'affaire, qu'une porte s'était enfin refermée derrière nous. Alors que nous retournions à Baker Street, Holmes s'est assis dans le taxi, son visage indéchiffrable comme toujours, mais un certain calme lui était revenu. « Tu m'as dit un jour, dis-je, que les secrets les plus dangereux sont ceux que nous ne voyons jamais. » Il m'a jeté un coup d'œil. « Et maintenant, on les a vus. Est-ce que tu le regrettes ?» Holmes esquissa un léger sourire. « Non, mais je me demande... »« Watson, combien de rideaux sont encore accrochés dans les bibliothèques d'Angleterre ?» Je n'ai rien dit. Je savais comme lui que même si cette affaire particulière était arrivée à son terme, son ombre persisterait, longtemps après que les pages de mes notes auraient été refermées. Et dans le silence qui suivit, les roues du taxi continuèrent de rouler dans les rues de Londres, stables et sûres, comme si elles aussi avaient décidé de nous emmener vers la lumière.